Je passe au 1689. Qui le défend? Oui, je vous en prie. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Donc, je défends cet amendement sur le sujet des entrées de ville, amendement plusieurs fois défendu par notre collègue Jean-Pierre Sueur. Cet amendement s'inscrit pleinement dans une logique de lutte contre l'artificialisation des sols en voulant agir dans les zones souvent délaissées que l'on appelle les entrées de ville. Dans cette perspective, l'amendement propose que les documents d'urbanisme assurent la préservation des sols et la qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville. Merci. Avis de la commission. Monsieur le Président, la solution proposée par cet amendement ne me paraît pas opérante. Il prévoit que le PADD fixe les conditions d'aménagement et entrée à la destination des bâtiments, la surface dédiée au stationnement, les zones à réhabiliter ou encore des proportions d'espaces verts. Or, dans les PLU, le PADD ne fixe que des orientations très générales. Il n'est pas directement opposable aux permis et aux autorisations. À mon sens, ce que propose cet amendement a davantage sa place dans le règlement de PLU ou dans des OAP. Parmi les mesures proposées en matière de stationnement d'espaces verts ou de destination, le règlement y est déjà outillé pour cela. Je comprends donc la symbolique de cet amendement, en partage l'esprit, mais en l'état, j'y suis défavorable, car pas opérant. Avis du gouvernement, Madame la Ministre. Je crois que la réglementation actuelle, elle permet déjà aux opérations d'aménagement et de programmation d'établir des dispositions prescriptives pour traiter de ce sujet. Leur rôle, d'ailleurs, il sera renforcé par plusieurs articles du projet de loi, notamment l'article 49 bis D pour traiter des franges urbaines. Et les dispositions relatives à l'artificialisation, notamment ce moratoire commercial qui est défini à l'article 52, inciteront les collectivités à repenser l'aménagement des entrées de ville. Et puis, il viendra s'ajouter aux dispositifs déjà en place pour permettre l'insertion urbaine et paysagère des aménagements en entrée de ville. On pense évidemment aux autorisations d'exploitation commerciale, aux opérations de revitalisation des territoires et de petites villes de demain. En outre, je crois que le projet d'aménagement et de développement durable des PLU ne peut pas établir de dispositions prescriptives qui s'imposeraient aux autorisations d'urbanisme telles que l'amendement les propose. C'est donc un avis défavorable. Merci. Sur le 1689, avec 2 avis défavorables, qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Le 2088, Monsieur Marchand. Oui, Monsieur le Président, dans la continuité de l'amendement 2097 défendu précédemment, cet amendement souhaite reconnaître lors de l'élaboration des PLUI les enjeux et la complémentarité des territoires ruraux afin de garantir un développement équilibré de leur territoire. Une telle mention permettra d'encourager une mutualisation des objectifs de consommation d'espace au sein d'un PLUI sans pénaliser les communes rurales dans la répartition de ces objectifs et de tenir compte de leurs besoins. Merci. Avis de la commission. Monsieur le Président, la Commission estime que cette proposition fait doublon avec le droit existant. En effet, les PLU, comme tous les documents d'urbanisme, sont soumis aux principes généraux du Code de l'urbanisme. Le préfet contrôle leur bon respect au moment de l'élaboration, peut même demander à ce que le PLU soit modifié, au besoin pour mieux respecter les principes. En cas de contentieux, c'est le juge qui vérifie évidemment leur bonne intégration. Parmi ces principes, justement, figure aujourd'hui déjà la diversité des fonctions urbaines et rurales, la revitalisation des centres urbains et ruraux, l'équilibre entre les populations urbaines et rurales. Je pense que cet amendement est donc amplement satisfait, j'y suis défavorable. Avis du gouvernement, Madame la Ministre. Moi, je pense que c'est un signal intéressant. Cet amendement, il permet vraiment d'afficher la volonté du législateur de tenir compte des équilibres à respecter entre les territoires pour leur développement à l'échelle stratégique du PLUi et d'inciter ainsi à une mutualisation des objectifs de consommation d'espace, ce qui permet de ne pas pénaliser les communes rurales dans la répartition de ces objectifs et de tenir compte de leurs besoins. Il va donc, il me semble, dans le sens d'un développement équilibré du territoire et c'est donc un avis très favorable. Merci. Je mets aux voix le 2088 avec un avis défavorable de la commission, favorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Le 194, Monsieur Gay. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. La densification du tissu urbain est le premier levier à actionner afin de limiter l'artificialisation des sols. À ce titre, la sous-utilisation des sols dans ces zones et l'existence de dents creuses doivent être combattues en détail et le potentiel constructible établi par les PLU utilisés en plein. Cet amendement veut contribuer ainsi à lutter contre le mitage et l'urbanisation du petit pavillon périurbain si gourmand en terres agricoles, forestières et naturelles. Je vous remercie. Merci. Avis de la commission.
Monsieur le Président, cet amendement prévoit de donner au règlement de PLU la possibilité de forcer tous les propriétaires, dès qu'ils souhaitent construire sur leur terrain, à exploiter la totalité des droits à construire. Ce que cela signifie concrètement est qu'ils seraient contraints de bâtir le moins de centimètres carrés autorisés par les règles d'urbanisme, d'exploiter au maximum la hauteur autorisée, etc. J'imagine que c'est une différence philosophique, mais la Commission ne souhaite pas recourir à de telles mesures qui paraissent extrêmement intrusives et qui plus est contestable du point de vue du droit de propriété. Il nous semble que la densification doit se faire via des méthodes douces et qualitatives et garantir l'acceptabilité et l'adhésion des habitants. En outre, cette mesure est contre-productive. Si le maire est tenu de refuser tous les projets qui ne maximisent pas la construction, plus personne ne souhaitera proposer des projets et donc ces parcelles resteront des friches. Enfin, à l'heure où nous parlons de nature en ville, d'îlots de chaleur, de qualité du cadre de vie, de végétalisation, souhaitons-nous vraiment forcer les Français à bétonner au maximum des possibilités, à dire au revoir aux jardins et aux patios? L'avis est défavorable. Merci. Je mets aux voix le 194. Ah pardon, Madame la Ministre. Alors sur ce 194, effectivement, je crois que cette méthode, elle ne permet pas de concilier l'objectif de densification et la préservation de la qualité urbaine avec une mesure qui impliquerait de construire sur l'emprise au sol maximal de la zone, et ce, quelle que soit la taille du terrain. Elle serait donc inapplicable pour certaines tailles de parcelles, et puis elle ne permettrait pas de préserver des espaces de pleine terre. Et je crois que cette densification, qui doit résulter d'un équilibre entre l'ambition des documents d'urbanisme et un dialogue entre les maîtres d'ouvrage et l'autorité compétente, doit être bien acceptée et insérée. C'est donc un avis défavorable. Très bien. Je mets aux voix donc cette fois-ci le 194 avec 2 avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Le 1143, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement consiste à mentionner expressément les objectifs de la loi de 1995 en ce qui concerne les zones de revitalisation rurale dans les éléments à prendre en compte dans le cadre de la lutte contre l'artificialisation des sols. Il y a un quart de siècle, le législateur a formellement consacré des objectifs sans que, jusqu'à présent, en tirer réellement les conséquences. Je pense notamment au 3e objectif qui est, je cite, « d'améliorer la qualité de l'habitat et l'offre de logements, notamment locatifs ». L'objectif de régulation de l'artificialisation des sols ne doit pas mettre les territoires ruraux au second plan de notre politique d'urbanisation. L'interprétation actuelle des lois rend quasi impossible toute construction en milieu rural. Nous l'avons tous entendu dans nos intercommunalités lors de l'élaboration de PLUI. À l'heure où nos concitoyens souhaitent légitimement s'installer à la campagne, les territoires ruraux ne sont pas, malheureusement, en capacité de les accueillir. Merci. Avis de la Commission, Monsieur le rapporteur. Monsieur le Président, nous partageons tous l'intention de cet amendement. C'est pourquoi en commission, nous avons précisé et étoffé les critères de territorialisation. Nous avons également consacré déjà le développement rural parmi les objectifs du Code de l'urbanisme. Nous avons réécrit les dispositions de l'article 49 pour que celles-ci fassent explicitement mention des ZRR et des communes en perte démographique. Les autres objectifs auxquels cet amendement fait référence, c'est-à-dire l'habitat, l'accès aux services et l'activité économique, sont également explicitement inscrits aux articles 48 et 49. Cet amendement est donc amplement satisfait. La Commission en demande le retrait. À défaut, il sera défavorable. Avis du Gouvernement, Madame la Ministre. Oui, sachant que ce décret prévu pour la territorialisation des objectifs de réduction de l'artificialisation au niveau régional a été supprimé par la commission du Sénat, votre proposition qui visait à le compléter n'a d'abord plus de fondement juridique, mais plus précisément avec l'amendement 2087 qui a été adopté et qui vise la prise en compte de la problématique des communes rurales dans les SCOT et les PLU. Nous avons effectivement une prise en compte des enjeux spécifiques de ces communes dans la déclinaison des objectifs de réduction de l'artificialisation. C'est donc une demande de retrait, sinon avis défavorable. Très bien, retiré. Le 897 n'est pas défendu. Le 898, quasiment mêmes auteurs, n'est pas défendu. Le 1815 de la Commission, Monsieur le rapporteur. Monsieur le Président, l'amendement de la Commission de précision juridique clarifie l'articulation entre consommation d'espace et artificialisation. Merci. Avis du Gouvernement, Madame la Ministre. Un amendement rédactionnel, le 1815. Rédactionnel favorable, sans doute. Merci. Je mets aux voix l'amendement de la Commission. Rédactionnel, qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. 4 amendements en discussion commune. Le 1193, Madame Paoli-Gagin. Oui, Monsieur le Président, il s'agit par cet amendement d'exclure de la définition de la notion d'artificialisation l'extension d'une construction, d'un aménagement, d'une installation
ou d'une activité existant avant la promulgation de la loi, l'objectif étant de ne pas obérer l'extension de projets industriels en cours ou envisagés et de les sécuriser. Et le 1323, monsieur Denis. Oui, monsieur le Président, Madame la Ministre, cet amendement est à un mot près le même, donc il est défendu. Et le 1192, pas défendu. Le 1322, monsieur Chaise ou monsieur Denis Clay, monsieur. Oui, Monsieur le Président, en fait, cet amendement vise à exclure de la définition de la notion d'artificialisation l'extension d'une construction, d'un aménagement, d'une installation ou d'une activité existante avant la promulgation de la présente loi, lorsque cette extension intervient au sein d'une réserve foncière constituée avant cette même date. Merci. Avis de la Commission sur les 3 amendements. Monsieur le Président, les amendements 1193 et 1323, presque identiques, qui visent donc à ne pas comptabiliser l'artificialisation résultant d'extensions de bâtiments existants. Il me semble que si nous voulons avoir une image fidèle de l'artificialisation, les extensions doivent être comptabilisées. Prenons des extensions de grands bâtiments économiques ou des extensions même limitées dans les zones naturelles ou agricoles. Je ne pense pas qu'il faut ignorer ces impacts. Par ailleurs, je signale que toutes les extensions qui se réaliseront sur des sols déjà artificialisés, des cours bitumés, des sols déjà modifiés par l'homme et autres, n'auront aucun impact sur le chiffre total de l'artificialisation nouvelle. Je pense que dans un certain nombre des cas visés par les amendements, ils sont en réalité satisfaits. La Commission est défavorable à ces amendements. Et pour le 1322, la Commission est également défavorable, qui vise à exclure du décompte de l'artificialisation des extensions au sein des réserves foncières. Merci. Avis du gouvernement, Madame la Ministre. Effectivement, je crois qu'ajouter cette nouvelle dérogation ferait que nous, en comptabilisant les éventuelles extensions de construction ou installations existantes, affaiblirait à nouveau le champ d'application de la volonté initiale de ce texte, avec donc une précision au 1323 qui élargit encore ce champ des dérogations et qui en affaiblit la portée. Ce sont donc des avis défavorables. Très bien. Je les retire, Monsieur le Président. Vous aussi. Il reste quoi alors, Monsieur Chaise? Tout est retiré. Ben alors, il ne me reste aucun. Très bien. Bon, si je n'ai plus rien à faire, c'est très bien. Allez, 2 amendements identiques. Le 1291. Madame Delmont-Koropoulis, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Cet amendement vise à clarifier la loi telle qu'amendée par le Sénat sur l'interprétation de la notion d'extension effective d'espaces urbanisés pour que le droit commun des extensions en continuité des espaces urbanisés ne soit pas calé sur la loi littorale pour l'ensemble des communes et intercommunalités qui n'y seraient pas soumises. La jurisprudence est en effet très particulière s'agissant du régime de ces extensions et n'est pas transposable en dehors des zones littorales. En effet, selon l'exposé des motifs, l'amendement numéro 188 adopté en commission viserait à seulement préciser que les projets situés dans les secteurs de taille et de capacité d'accueil limitée ou dans les dents creuses des communes soumises à la loi littorale, identifiés par des schémas de cohérence territoriale et plans locaux d'urbanisme comme secteurs déjà urbanisés, ne seront pas considérés comme de l'artificialisation par les documents d'urbanisme. L'application de cet amendement pourrait toutefois, s'il n'est pas rectifié, permettre une généralisation de la jurisprudence très restrictive des extensions à l'urbanisation en loi littorale. Merci. Le 1973 n'est pas défendu. Avis de la Commission. Monsieur le Président, c'est un amendement qui apporte une précision rédactionnelle avec un avis favorable. Avis du gouvernement, Madame la Ministre. Il me semble qu'on va au-delà du rédactionnel, avec effectivement un ajout qui neutralise toute consommation d'espace dans des secteurs qui méritent particulièrement d'être préservés. Les territoires relevant de la loi littorale d'abord, et puis les zones agricoles avec des secteurs de taille et de capacité qui sont dits limités à dessein. Et je crois que favoriser l'artificialisation à proximité du littoral, comme l'extension du mitage en zone agricole, va vraiment à l'encontre de l'objectif qui est recherché par cette loi. Ce sont donc des avis défavorables. Merci. Je mets aux voix le 1291 avec un avis favorable de la Commission, défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Je passe à 6 amendements identiques et un sous-amendement
Le 1314, Madame Saint-Pé. Merci, Monsieur le Président. La lutte contre l'artificialisation des sols et le développement des ENR sont deux politiques fondamentales pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Or, certaines installations de production d'énergie renouvelable n'ont qu'une incidence marginale sur les fonctions écologiques du sol, par exemple dans le cas de panneaux photovoltaïques reposant sur des piquets directement plantés dans le sol naturel. De plus, dans cet exemple, l'installation photovoltaïque est complètement réversible à l'issue de leur exploitation. Le présent amendement vise donc à permettre de ne pas comptabiliser les installations d'énergie renouvelable qui ont une incidence marginale sur les fonctions écologiques des sols agricoles ou naturels. Les installations situées sur des sols forestiers ne pourront pas bénéficier de cette souplesse car de telles installations engendrent une déforestation. Ce régime particulier, qui ne durera que durant la période transitoire de 10 ans prévue par le 1 bis du grand 3 de l'article 49, se justifie par l'importance des énergies renouvelables pour la transition écologique. À l'issue de cette période de 10 ans, la nomenclature des sols artificialisés prévue par l'article 48 permettra de traiter le cas des installations d'énergie renouvelable. Je vous remercie. Merci. Identique le 1796, Monsieur Demilly, défendu. Identique le 1953, Monsieur Cuypers. Il est bien défendu. Très bien. Identique le 1960, Madame Jourda. Ah, pardon. Défendu. Défendu, merci. Vous n'êtes pas co-signataire, donc je préférais que ce soit Madame Jourda qui me le dise. Défendu, merci. Le 1988, pas soutenu. Et le 1992, Madame Jacques, il est défendu. Il est défendu, oui. Le sous-amendement 2292, Monsieur Marchand. Oui, Monsieur le Président, un sous-amendement qui a pour objet d'indiquer le fait qu'une installation photovoltaïque implantée sur un espace naturel ou agricole ne doit pas être incompatible avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale sur ce même terrain, et ce, quel que soit le document d'urbanisme par lequel est soumise la commune. En outre, ce présent sous-amendement introduit le renvoi à un décret en Conseil d'État afin de faciliter la mise en œuvre pratique des dispositions d'amendement 1314. Merci. Avis de la Commission. Monsieur le Président, je remercie mes collègues d'avoir mis en avant cette proposition. Pour atteindre les objectifs que nous fixe la programmation pluriannuelle de l'énergie, il faut que la France accélère son effort de déploiement d'installations solaires. De plus en plus d'initiatives voient le jour dans les territoires pour concilier solaire et activité, par exemple en matière d'agrovoltaïsme, qui permet d'associer production d'énergie et activité agricole. La Commission est donc favorable à l'intention collective exprimée par ces 6 amendements, qui permettra de ne pas freiner l'effort en faveur de l'énergie solaire. L'amendement de notre collègue Daniel Grémier a fait l'objet d'un sous-amendement 2292 qui propose de préciser que l'artificialisation ne sera décomptée que si l'installation solaire n'est pas incompatible avec l'activité agricole ou pastorale. La Commission n'a pas pu se prononcer sur ce sous-amendement déposé tardivement, mais à titre personnel, j'y suis favorable. C'est bien l'esprit de ce projet de loi que de concilier les besoins et de préserver notamment des surfaces agricoles utiles. Il me paraît donc important de préciser que l'activité agricole ne doit pas être rendue impossible par l'installation. Je crois que des expérimentations sont menées par le ministère de l'Agriculture sur l'agrovoltaïsme. Les premiers retours d'expérience permettront de préciser le cadre de la disposition par décret. Et donc, je ne récapitule pas. Avis favorable ? Voilà. Avis du gouvernement, Madame la Ministre. Alors sur ces amendements, la lutte contre l'artificialisation des sols et le développement des panneaux photovoltaïques au sol, vous l'avez dit, ce sont deux politiques en faveur de la transition énergétique qu'il convient absolument d'articuler, avec pour les 10 premières années un dispositif fondé sur la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers qui a été privilégié en raison de sa meilleure appropriation par les territoires. Seulement les panneaux photovoltaïques qui sont soumis à permis de construire seront par défaut comptabilisés comme de la consommation d'espace, alors même que selon les modalités techniques de pose, ils peuvent ne pas affecter durablement les conditions écologiques des sols. Votre proposition, donc, qui consiste à ne pas comptabiliser comme de la consommation d'espace NAF les installations d'énergie photovoltaïque réversibles qui n'affecteraient pas durablement les fonctions écologiques des sols, apparaît donc tout à fait pertinente.
Et c'est bien et uniquement parce qu'il s'agit d'anticiper cette définition en favorisant les projets qui n'artificialisent effectivement pas que je consens à cette exception, avec donc le sous-amendement 2292 qui, lui, se propose de compléter par voie réglementaire dans un souci de sécurité juridique en renvoyant au décret le soin de préciser ces modalités techniques des panneaux qui n'affecteraient pas durablement les sols. Ce sont donc des avis favorables à ces amendements sous réserve de l'adoption du sous-amendement 2292. Très bien. Alors, je vais mettre aux voix d'abord l'amendement 2292 avec 2 avis favorables. Qui est pour? Très bien. Et je mets aux voix l'ensemble des amendements identiques avec 2 avis favorables. Qui est pour? Ils sont adoptés ainsi que le sous-amendement. Maintenant, 8 amendements en discussion commune avec d'abord le 1830 de la Commission, monsieur le rapporteur. Monsieur le Président, tout d'abord, laissez-moi dire que notre commission, sous la houlette de notre présidente, a longuement débattu de ces sujets. Nous avons souhaité nous assurer que les mesures proposées ne faisaient pas peser une charge trop lourde sur les collectivités, que les délais fixés n'étaient pas irréalistes et enfin que la mécanique en cascade fonctionnait. La Commission estime que si l'on veut effectivement enclencher un effort ambitieux en faveur de la réduction de l'artificialisation nette, alors il est nécessaire que les documents d'urbanisme intègrent progressivement et de manière différenciée ces nouveaux objectifs. Il nous semble que l'équilibre obtenu est le bon. En conséquence, la Commission sera défavorable aux amendements 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 et 568 qui visent à supprimer les délais d'intégration et à supprimer les conditionnalités relatives au SCOT et PLU. Et l'amendement 797 qui entend supprimer un alinéa pourtant utile qui prévoit que l'évolution des PLU et SCOT puisse être engagée lors de l'évaluation à 9 et 6 ans, rendez-vous qui sont déjà prévus par la loi. Il ne s'agit pas d'une dérogation introduite par la Commission, contrairement à ce qu'indiquent les auteurs. J'y suis donc défavorable. Et l'amendement 1830 de la Commission vise à clarifier au maximum ces dispositions complexes relatives aux documents d'urbanisme et à l'intégration en cascade des objectifs. La rédaction issue de l'Assemblée manque de la clarté nécessaire et certaines dispositions sont contradictoires. Nous devons donc offrir aux élus locaux une feuille de route claire à laquelle ils puissent rapidement comprendre les obligations qui s'imposent à eux. L'amendement clarifie donc, document par document, quelle est la marche à suivre et les délais applicables. Il répare aussi un oubli de coordination. Merci. Le 797, monsieur Salmon. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, la rédaction de l'Assemblée prévoyait qu'une délibération du Conseil municipal ou communautaire décide de prescrire la révision ou modification du document d'urbanisme. La Commission a modifié cette rédaction pour prévoir que le Conseil délibère sur l'opportunité d'engager la procédure d'évolution. Nous proposons de supprimer cette dérogation qui nous paraît par trop imprécise et qui pourrait générer une insécurité juridique. Merci. Si le 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 ne sont pas défendus. Le 568, monsieur de Nicolaï, défendu. Et avis de la Commission, donc en dehors du vote, naturellement, monsieur le rapporteur, sur les autres amendements, défavorables sur tout, j'avais compris. Donc, madame la ministre, sur l'ensemble. Alors, autant je serais défavorable, mais comme à tout autre amendement qui aurait souhaité une suppression de délai ou de sanctions, concernant le 797, j'ai par contre un avis de sagesse sur l'amendement 1830, puisque je crois que cette nouvelle structuration, elle est bienvenue dans des dispositions transitoires qui permettent aux documents d'urbanisme d'intégrer les objectifs de réduction du rythme d'artificialisation. Je crois que la lisibilité du dispositif s'en trouve renforcée, même si cet amendement reprend la rédaction des dispositions résultant des travaux de la Commission, qui ont porté à 3 ans le délai octroyé aux documents de planification pour intégrer nos objectifs de réduction de l'artificialisation. Il consolide ainsi cet allongement auquel je ne suis pas favorable, mais en tout cas sur le dispositif et sur la lisibilité du dispositif, surtout, j'émets donc un avis de sagesse. Très bien. Eh bien, nous allons mettre aux voix tout de suite le 1830 de la Commission avec un avis de sagesse du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté et il fait tomber le reste. Le 1816 de la Commission, monsieur le rapporteur. Monsieur le Président, c'est un amendement rédactionnel. Rédactionnel. Avis du gouvernement. Avis du gouvernement, madame la ministre. Favorable. Je mets aux voix le 1816 de la Commission avec avis favorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté.
Le 1997 n'est pas... Ah si, Monsieur Decool est là. Le 1997, Monsieur Decool, défendu. Très bien. Avis de la commission sur le 1997. Monsieur le Président, le texte de loi permet déjà d'autoriser le recours à la modification simplifiée, qui est la forme la plus simple d'évolution. Je ne souhaite pas aller au-delà, car il me paraît important de garantir une forme de participation du public et des acteurs à ces décisions structurantes. L'avis est donc défavorable. Merci. Avis du gouvernement, Madame la Ministre. Cette déclaration de projet, c'est une procédure qui s'applique à certains projets d'aménagement et qui permet de mettre en compatibilité de manière accélérée ces documents d'urbanisme. Cette mise en compatibilité d'un document, elle constitue une procédure dérogatoire qui se limite strictement à rendre compatible le document d'urbanisme avec un projet déclaré. Elle ne peut donc pas excéder le champ du projet et n'est donc pas la procédure adéquate pour l'intégration au sein des documents d'urbanisme des objectifs qui sont légalement définis. Donc un avis défavorable. Très bien. Il est maintenu, Monsieur Decool. Retiré. Le 282 n'est pas défendu. Je mets aux voix l'article 49. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Après l'article 49, 4 amendements font l'objet d'une discussion commune. Le 701, Monsieur Decool. Défendu. Le 58, Monsieur Bachy. Il est défendu? Il est défendu, je le sens. Allez, il est défendu. Le 245, Monsieur Decool. Défendu. Très bien. Et il nous reste le 292, Monsieur Cuypers. Il est défendu? Je le sentais bien, celui-là aussi. Allez, avis de la commission sur ces 4 amendements défendus. Monsieur le Président, la loi prévoit déjà des modalités amples de concertation et de consultation du public. Les organisations de la filière du bâtiment peuvent faire valoir leur point de vue dans ce cadre. Leur association systématique et formelle ne paraît pas pertinente, c'est donc un avis défavorable. Et concernant les amendements 58, 245, 292, qui prévoient l'association à leur demande des professionnels de la filière du bâtiment au SCOT, pour les mêmes raisons, la commission est défavorable. Avis du gouvernement, Madame la Ministre. Les organisations professionnelles et leur rôle au sein du Collège des professionnels du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité, il est de formuler un avis sur l'ensemble des projets. Associer leurs représentants à l'élaboration de documents de planification ne paraît pas opportun dans la mesure où les objectifs qui y seront fixés portent davantage sur la programmation et la mixité sociale dans l'habitat pour répondre aux besoins de la population que sur véritablement la qualité de la construction qui se réfléchit au stade du projet. Par ailleurs, je crois que le fait d'ajouter à la liste des personnes publiques associées ces organisations professionnelles aurait pour effet d'alourdir et d'allonger la procédure ainsi que son coût, sachant que les PPA peuvent demander à être consultés tout au long de la procédure et émettre un avis qui est joint au dossier d'enquête publique. Ce sont donc des avis défavorables. Merci. Je vais donc mettre aux voix ces amendements. D'abord le 701 avec 2 avis défavorables. Qui est pour? Qui est pour? Personne? Bon. Qui est contre alors? Voilà, il est rejeté. Ensuite, 3 identiques, le 58, 245, 292 avec 2 avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Ils sont rejetés. Toujours après l'article 49, 195, Monsieur Guay. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement vise à ne pas soumettre aux prescriptions de l'article L 142-4 du Code de l'urbanisme les communes classées en zone de revitalisation rurale ou ayant subi une perte démographique continue durant les 10 dernières années. Je vous remercie. Merci. Avis de la commission. Monsieur le Président, les auteurs de cet amendement souhaitent dispenser les communes rurales en perte démographique. La commission n'y est pas favorable. Merci. Avis du gouvernement. Nous avons 17 690 communes qui sont en ZRR actuellement sur un total de 34 941 communes, soit plus de 50%, et que la disposition proposée pourrait avoir un impact conséquent sur la consommation d'espace, puisque selon les statistiques et données du CEREMA de 2009 à 2019, ces communes ont consommé malheureusement 30% des espaces naturels, agricoles et forestiers sur l'ensemble du territoire. Vous comprendrez que j'ai un avis défavorable. Merci. Je mets aux voix cet amendement avec 2 avis défavorables. Qui est pour? Qui est pour? Monsieur Guay. Allez, voilà.
Qui est contre? Merci, il est rejeté. Le 1877 n'est pas défendu. Le 2174 du gouvernement, Madame la Ministre. 2174. Amendement qui se propose donc de ratifier les ordonnances prises en application des articles 46 et 50 de la loi Elan, portant notamment sur les SCOT. Ces ordonnances, elles réorganisent la hiérarchie des normes et l'articulation des documents d'urbanisme. Elles modernisent les SCOT qui sont en vigueur depuis le 1er avril 2021. Elles constitueront le nouveau corpus juridique d'évolution des documents d'urbanisme qui sera utilisé pour faire évoluer les documents selon les termes du présent projet de loi, avec ce rappel, cette réforme qui permet notamment aux auteurs de schémas de cohérence territoriale et en l'absence de SCOT, de plan local d'urbanisme intercommunal, de disposer d'une note d'enjeu du préfet à leur demande, qui leur donne la maîtrise du calendrier et des mises en compatibilité, et qui permet également de réduire le nombre de documents opposables au SCOT. Cette ratification, elle a donc une portée purement technique. Elle permettra en particulier que l'ensemble des dispositions prévues à l'article 49 s'appliquent au texte en vigueur, si vous voulez bien. Merci. Avis de la commission, monsieur le rapporteur. Monsieur le Président, comme le Sénat l'a relevé dans son bilan annuel d'application des lois, ces ordonnances apportent un certain nombre d'évolutions bienvenues. Elles ont notamment prévu des simplifications des rapports entre documents d'urbanisme et renforcer le rôle intégrateur des SCOT, rénover en profondeur ces documents. Il faut donc saluer cet effort. J'en profite toutefois pour m'adresser à Madame la Ministre. À peine un an après l'apparition de l'ordonnance de rationalisation et de modernisation des documents d'urbanisme, le projet de loi que nous examinons aujourd'hui vient opérer de nouveaux changements, ajoute du contenu aux nouveaux SCOT, accroît la portée des SRADET, implique la révision en cascade de centaines de documents. Il est dommage que les efforts de simplification et de stabilisation soient souvent remis en cause par de nouvelles couches législatives quelques mois après. Au demeurant, l'avis de la commission est favorable. Très bien, je mets aux voix le 2174 du gouvernement avec un avis favorable de la commission. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Après l'article 49, deux amendements identiques. Le 27, monsieur Decool. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement vise, oserais-je dire simplement, que lorsqu'un porteur de projet sollicite une autorisation d'urbanisme, permis de construire par exemple, eh bien, il ne devrait pas obtenir ce permis si toutefois l'étude agricole et la compensation agricole collective n'ont pas été mises en œuvre. Merci. Amendement identique, le 951, M. Moga. Madame la Ministre, mes chers collègues, l'amendement vient d'être très bien défendu par notre collègue Decool, donc je le considère défendu. Très bien. Et avis de la commission là-dessus? Monsieur le Président, la compensation collective agricole prévoit, je rappelle, que les porteurs de projets qui consomment des terres à vocation agricole doivent compenser cette destruction d'activités agricoles par des aides financières ou concrètes à la filière agricole locale. Dans le droit actuel, le porteur du projet doit réaliser une étude préalable qui établit l'impact du projet et les mesures de compensation à mettre en œuvre. La CDPENAF rend aujourd'hui un avis motivé sur cette étude avant que le préfet ne la valide. Les amendements prévoient de rendre cet avis conforme et qu'il soit obligatoire avant toute autorisation d'urbanisme. En outre, ils souhaitent que les porteurs de projets qui ne respectaient pas leurs obligations de compensation puissent être poursuivis en justice. Ces propositions semblent de nature à assurer le respect des obligations légales de compensation agricole et la Commission y est donc favorable. Avis du gouvernement, Madame la Ministre. Moi, il me semble, même si effectivement nous partageons bien évidemment cet objectif de renforcer les procédures pour prendre en compte et mieux prendre en compte pour des projets d'ampleur les conséquences négatives de l'économie agricole, je crois que la procédure d'étude préalable agricole et l'autorisation d'urbanisme sont deux démarches tout à fait distinctes, avec un avis de la commission départementale de protection des espaces naturels agricoles et forestiers qui ne porte pas sur le bien fondé du projet, mais sur le contenu et la qualité de l'étude préalable agricole au regard de l'existence des faits négatifs. Je crois que conditionner l'autorisation d'urbanisme à l'avis conforme de cette commission sur cette étude serait une mesure sans doute disproportionnée. Et puis, sans avoir recours aux mécanismes de compensation collective, des dispositifs existent pour protéger les fonctionnalités agricoles. Vous le savez, les zones agricoles protégées, les ZAP, ou les périmètres de protection des espaces agricoles et naturels périurbains. Et donc, il me semble que ces outils répondent à l'objectif que vous recherchez. C'est donc une demande de retrait, sinon avis défavorable. Très bien, je mets aux voix donc les deux amendements identiques 27 et 951 avec un avis favorable de la commission, défavorable du gouvernement. Qui est pour?
Qui est contre? Ils sont adoptés. Et je passe à l'article 49 bis A qui avait été supprimé, mais le 922, M. Salmon, pour éventuellement le rétablir. Tout à fait, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre. Créé initialement pour contribuer à la préservation du foncier non bâti dans le cadre de la planification urbaine, les commissions départementales des espaces naturels, agricoles et forestiers ont vu leur vocation première restreinte lors de la loi du 13 octobre 2014 pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, ce qui ne leur permet plus d'être consultés, même de manière facultative, sur les PLU, dès lors que les communes concernées sont situées dans un périmètre de schéma de cohérence territoriale approuvé. Or, au regard de la déclinaison de l'objectif d'absence de toute artificialisation nette des sols dans l'ensemble des documents de planification envisagés par ce projet de loi, il paraît pertinent que les CDPENAF, instances de dialogue utiles et impartiales, puissent jouer pleinement leur rôle et être consultées si elles le souhaitent sur tous les plans locaux d'urbanisme. Cette commission est composée d'acteurs directement concernés par le PLU, professions agricoles et forestières, chambres d'agriculture, propriétaires fonciers, associations de protection de l'environnement, chasseurs, pêcheurs, notaires, etc. Et elle peut donc constituer un outil efficace de concertation entre tous les acteurs des territoires dans la lutte contre l'artificialisation des sols. Le présent amendement vise ainsi à restaurer cette faculté d'autosaisine qui existait dans les dispositions du Code rural antérieures à 2014. Je vous remercie. Merci. Avis de la commission, monsieur le rapporteur. Monsieur le Président, contrairement à ce qu'avancent les auteurs de l'amendement, la CDPENAF n'a jamais eu d'autosaisine sur ces documents, même avant 2014. Au contraire, la loi d'avenir pour l'agriculture a donné cette faculté sur les documents non couverts par un SCOT et la précision relative à la couverture par un SCOT a été apportée par le Sénat pour limiter les doublons procéduraux lors de l'élaboration des documents d'urbanisme. Au vu du champ déjà large de la saisine actuelle de la CDPENAF, la Commission a estimé qu'il n'était pas pertinent d'alourdir encore les obligations procédurales applicables au PLU. Elle est donc logiquement défavorable. Merci. Avis du gouvernement, Madame la Ministre. J'aurais un avis plus nuancé, parce que d'abord, dans le droit actuel, les PLU dont le territoire est couvert par un SCOT ne sont pas soumis à l'avis de la CDPENAF qui ne peut s'autosaisir de l'examen d'un PLU que si le SCOT est antérieur à 2014. Et la loi ALUR de 2014 a en effet clarifié cette hiérarchie des normes. Néanmoins, c'est au niveau du PLU que s'apprécient finement les différentes implications relatives à la consommation d'espace. Et il existe effectivement une différence d'échelle, de précision et d'opposabilité entre un SCOT qui porte sur un large territoire, un PLU qui s'attache à l'échelle cadastrale, et c'est à cette échelle que la Commission peut s'assurer que la collectivité a mobilisé l'ensemble des solutions qui visaient à minimiser la consommation et à maintenir la fonctionnalité des espaces. Donc cette mesure, elle est ciblée, elle ne vise pas à multiplier les cas d'examen par la CDPENAF. La saisine n'est pas obligatoire, elle peut avoir lieu dans un temps où d'autres consultations obligatoires interviennent, telles que l'examen des personnes publiques associées. Puis l'avis n'est pas conforme. Donc dans la mesure où, d'une part, les SCOT constituent déjà une garantie forte et où, d'autre part, l'autosaisine présente certains atouts pour une approche plus fine, je m'en remettrai à la sagesse des sénateurs. Très bien, je vais donc mettre aux voix le 922 avec un avis défavorable de la commission, sagesse du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Et je mets aux voix... Ah ben non, le 49 bis A reste supprimé. À l'article 49 bis B, deux amendements en discussion commune. Le 1536, Monsieur Redon-Sarrazy. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. L'article 49 bis pose la question de la renaturation, de sa définition et de la capacité des SCOT à piloter cette forme de compensation de l'artificialisation. Qu'est-ce qu'on entend par le terme renaturation? La reconquête par la nature des milieux dégradés, délaissés ou détruits par les activités humaines. Sous quelle forme peut-elle être mise en œuvre? En laissant la nature reprendre ses droits avec une intervention extérieure et selon quelle méthodologie? Face à ces incertitudes sur les contours de cette notion de renaturation, certes ambitieuse et vertueuse, notre amendement propose de s'en tenir à la notion de transformation des sols artificialisés en sols non artificialisés, sans employer le terme de renaturation. Le 740, Madame Préville. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Donc il s'agit également d'un amendement qui vise à préciser la rédaction de cet article et de remplacer le terme de renaturation, qui n'a pas d'existence scientifique, par celui de restauration. En effet, un sol qui a été artificialisé, tassé, stérilisé à cause d'intrants, par exemple, a perdu ses fonctions de perméabilité, de biodiversité, de puits de carbone et de possibilité de donner lieu à de l'alimentation. Donc, ce que l'on peut faire,
Ça n'est pas, si on le laisse voué à lui-même, il mettra des milliers d'années à se reformer et de toute façon, il ne retrouvera pas son état antérieur parce que ça n'est pas possible. Donc la seule chose qu'on puisse faire, c'est de restaurer le sol en y portant des amendements, de la matière, des lombriques, et à ce moment-là, on l'appellera donc un sol restauré. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde, disait Albert Camus. Et comme Nicolas Boileau, selon que notre idée est plus ou moins obscure, l'expression la suit, ou moins nette, ou plus pure. Je vous remercie. Très bien. Avis de la commission sur ces deux amendements, monsieur le rapporteur. Monsieur le Président, concernant l'amendement 1536 qui vise à supprimer la notion de renaturation, il est vrai que cette notion n'était pas définie par le présent projet de loi. Toutefois, l'amendement présenté par la Commission à l'article 48 a clarifié ce qu'est la renaturation. Je vous la rappelle rapidement. La renaturation d'un sol ou des artificialisations consiste en des opérations de rétablissement ou d'amélioration de la fonctionnalité d'un sol ayant pour effet de transformer un sol artificialisé en sol non artificialisé. Cela correspond à l'intention des auteurs. Cette incertitude étant désormais levée, la commission est défavorable à cet amendement. Et l'amendement 740 qui vise à supprimer la notion de renaturation utilisée à cet article pour la remplacer par la notion de restauration. La restauration n'est pas non plus définie par le code de l'urbanisme, mais comme évoqué, la commission a introduit à l'article 48 une définition de la renaturation. Même avis défavorable. Très bien, avis du gouvernement, madame la ministre. Je rejoins monsieur le rapporteur. J'ajouterais que ce terme de renaturation qui est quand même très communément utilisé en urbanisme, en architecture et en conservation de la nature. Cette notion, elle constitue une composante essentielle de l'atteinte de cet objectif ZAN qui nécessite de combiner la réduction de l'artificialisation et la renaturation des terres artificialisées. Il est donc, je crois, absolument essentiel de le conserver, le fait de pouvoir prévoir ces zones préférentielles de renaturation à l'échelle du SCOT qui seront déclinées après de manière plus opérationnelle dans les PLU dans un lien de compatibilité. Je suis donc défavorable au 1536, de même qu'au 740, puisque ce terme de renaturation, il permet effectivement à des milieux ayant subi des perturbations anthropiques d'évoluer vers un état proche de son état naturel initial, mais ces évolutions, elles peuvent être spontanées ou conduites par l'homme dans un ensemble d'opérations. Ce sont donc deux avis défavorables. Merci. Je mets aux voix d'abord le 1536, deux avis défavorables. Qui est pour ? Qui est contre? Il est rejeté. Le 740, deux avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Je mets aux voix l'article 49 bis B. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Après l'article 49 bis B, un 1554, M. Redon-Sarrazy. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. L'Agence nationale de cohésion des territoires, structure déconcentrée, est désormais le principal opérateur au service de l'aménagement du territoire. Sa feuille de route, présentée il y a tout juste un an, oriente ses actions sur 3 thématiques prioritaires, dont celle des ruralités et l'accompagnement des grandes transitions dans les territoires ruraux. L'objectif du ZAN en 2050 et d'un aménagement durable du territoire implique un ajustement des missions de la NCT. Cette agence pourra en effet utilement accompagner et soutenir les communes rurales dans cette évolution importante et structurante et mobiliser les moyens nécessaires en matière d'ingénierie. Merci. Avis de la commission. Monsieur le Président, l'accompagnement des collectivités, effectivement, sera la clé, notamment en matière d'ingénierie. Il paraît donc très pertinent de consacrer parmi les missions de la NCT la lutte contre l'artificialisation. Ce sera un avis favorable. Avis du gouvernement, Madame la Ministre. L'Agence nationale de cohésion des territoires a pour mission de conseiller, de soutenir les collectivités et leurs groupements dans la définition et la mise en œuvre de leurs projets, et notamment en matière de transition écologique et de développement économique. Par ailleurs, ces contrats d'objectifs et de performance de l'Agence en cours d'élaboration, ils prévoient que celle-ci accompagne les territoires dans leur stratégie de transition et de résilience. Alors, je crois que cette réalisation de cet objectif, elle sera évaluée au travers du suivi d'un indicateur qui est dédié, qui évalue le nombre de projets territoriaux accompagnés par la NCT
adopté et qui prend en compte des transitions écologiques et énergétiques. Les missions de l'Agence nationale de cohésion des territoires, telles qu'elles sont donc définies par la loi, lui permettent déjà d'accompagner les collectivités territoriales et leurs groupements dans cet objectif de zéro artificialisation nette en 2050 et d'un aménagement durable du territoire. Il ne me semble donc pas souhaitable de commencer à les lister, au risque de ne pas être exhaustif et d'être incomplet. C'est donc une demande de retrait, sinon avis défavorable. Très bien, je mets aux voix le 1554 avec 2 avis défavorables. Qui est pour? Favorable, pardon. Favorable de la commission, défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Je mets aux voix maintenant l'article 49 bis C. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. À l'article 49 bis D, un amendement 1817, monsieur le rapporteur. C'est un amendement, monsieur le président, qui apporte des précisions rédactionnelles. Avis du gouvernement? Favorable. Je mets aux voix le 1817 avec un avis favorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Je mets aux voix l'article 49 bis D. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. À l'article 49 bis E, un amendement 291, monsieur Cuypers. Oui, monsieur le président, un amendement de monsieur Favreau cet article modifie donc l'article 151-22 du Code de l'urbanisme et impose dans le règlement des PLU des collectivités comprises dans une zone tendue la définition d'une part minimale de surface de pleine terre ou éco-aménageable. Il est donc proposé par cet amendement la suppression de cet article, sachant que celui-ci n'empêchera pas les collectivités qui le souhaitent et en fonction de leurs besoins de définir une part minimale de surface non imperméabilisée ou éco-aménageable. C'est l'avis de la commission. Monsieur le président, ce coefficient est aujourd'hui déjà une faculté pour les PLU, c'est déjà un outil. De nombreuses communes s'en saisissent effectivement, y compris en zone tendue. Je ne souhaite pas le supprimer car il me semble qu'il permet d'assurer que la densification des villes ne passe pas uniquement par le béton, mais aussi qu'elle laisse la place à de petits jardins, parcs, patios. L'obligation de l'instaurer en zone tendue peut paraître certes disproportionnée, mais je rappelle toutefois que les communes pourront fixer un taux bas, si elles le souhaitent, et facilement atteignable. En commission, nous sommes prononcés pour une amélioration du dispositif plutôt que sa suppression. Nous avons notamment prévu que ce coefficient ne s'applique pas aux opérations menées sur des bâtiments existants afin de répondre aux inquiétudes qui ont été exprimées, notamment par les organismes de logement social. Nous avons aussi prévu que les surfaces végétalisées puissent être mutualisées à l'échelle d'un projet. Comme en commission, mon avis est donc défavorable. Il est retiré, Madame la Ministre, donc on va en rester là. Merci. Le 2089, Monsieur Marchand. Oui, Monsieur le Président, l'article 49 bis E vise à imposer dans le PLU une part minimale de surface en pleine terre végétalisée dans les espaces les plus denses de France, à savoir les zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants et les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique. Aussi, afin d'adapter les exigences attendues à la diversité des territoires des communes, cet amendement a pour objet de préciser que les parts minimales de surface non imperméabilisées ou éco-aménageables soient définies par secteur. Avis de la commission, Monsieur le rapporteur. Monsieur le Président, cette précision me paraît apporter une dose de souplesse à l'obligation introduite à l'Assemblée nationale, car les communes pourront ainsi différencier selon les enjeux propres à chaque secteur. Je suis donc favorable. Avis du gouvernement, Madame la Ministre. Je plus sois. Il me semble effectivement nécessaire de préciser que cette obligation doit être ciblée sur ces secteurs qui seront à définir lors de l'élaboration du PLU, sachant qu'elle ne sera pas applicable partout, évidemment. C'est un avis favorable. Je mets aux voix le 2089 avec 2 avis favorables. Qui est pour? Qui est pour? 2 avis favorables. Je fais ce que je peux. Hein. Voilà. Qui est contre? Voilà. Il est adopté. Le 449 n'est pas défendu. Je mets aux voix le 49 bis E. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. L'article 49 bis FA, oui, on en arrive. Le 1818 de la Commission. Monsieur le Président, cet amendement vise à modifier l'imputation du permis de végétaliser inséré à l'initiative de notre commission. Il est plus pertinent de l'insérer dans le Code général de la propriété des personnes publiques car il permet d'y déroger que dans le Code de l'urbanisme. Et avis du gouvernement.
Je partage ce souhait de clarifier le régime juridique de ces démarches de végétalisation de l'espace public par les habitants qui est initié par certaines communes avec un cadre législatif qui relève des règles d'utilisation du domaine public et plus spécifiquement des autorisations d'occupation temporaire qui a bien vocation à s'insérer dans le Code général de la propriété des personnes publiques et non dans le Code de l'urbanisme. C'est donc un avis favorable. Si je mets aux voix le 1818 de la Commission avec avis favorable du gouvernement, qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Je mets aux voix l'article 49 bis FA. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Je mets aux voix l'article 49 bis F. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. À l'article 49 bis G, un amendement 924, Monsieur Salmon. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Cet amendement propose que l'organe compétent en matière de documents d'urbanisme débatte à minima tous les 3 ans, au lieu de 6 ans, sur l'adéquation de la carte communale en vigueur avec des objectifs de la politique locale en matière d'urbanisme et d'aménagement. Prévoir un échange sur ce sujet majeur à mi-mandat plutôt qu'une fois tous les 6 ans nous paraît davantage pertinent. Merci. Avis du rapporteur. Monsieur le Président, je rappelle tout d'abord que cette évaluation a été créée à l'initiative du Sénat en commission. Aujourd'hui, l'ensemble des documents d'urbanisme sont soumis à évaluation périodique, sauf la carte communale. Il est donc apparu pertinent de les inscrire aussi dans cette logique de bilan. Cette obligation est donc nouvelle et touche qui plus est à des petites communes rurales majoritairement. Dans ces communes, il n'est pas forcément pertinent de modifier la carte toutes les années car on y construit moins. La Commission n'a donc pas souhaité que l'évaluation soit trop contraignante. Une périodicité de 3 ans, contre rien aujourd'hui, apparaît disproportionnée, d'autant que la durée prévue pour les SCOT et PLU est de 6 ans également. La Commission est donc défavorable. Avis du gouvernement, Madame la Ministre. J'ajouterais que rien n'empêche à la collectivité de débattre de l'adéquation de cette carte communale avec la politique d'urbanisme et d'aménagement. C'est donc également un avis défavorable. Je mets le 924 avec 2 avis défavorables aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Le 1819 de la Commission, Monsieur le rapporteur. Monsieur le Président, l'amendement de la Commission vise à mieux inscrire les cartes communales dans une logique de bilan telle qu'elle existe aujourd'hui pour les PLU et les SCOT. Lors de l'examen en commission, nous avons créé cet article qui prévoit d'organiser tous les 6 ans au sein du conseil municipal un débat qui porte sur l'adéquation entre les orientations de la politique d'urbanisme de la commune et sa carte communale. Nous faisons tous le constat que de cartes communales datant parfois d'il y a plus de 20 ans, où l'on ne se pose plus la question de savoir si le document est cohérent avec les enjeux actuels de la vie communale. Je rappelle qu'une telle évaluation existe déjà pour les PLU et les SCOT dans un format plus poussé et plus détaillé. Et pour faire suite aux échanges que nous avons eus en commission, mon amendement propose de faire un pas supplémentaire dans cette logique et de prévoir que, comme pour les PLU et les SCOT, le conseil municipal délibère sur l'opportunité ou non de réviser la carte. La révision n'est bien sûr qu'une faculté, la commune restant souveraine. Merci. Avis du gouvernement, Madame la Ministre. Je crois conduire ces communes couvertes par une carte communale à tirer les conclusions du débat périodique qu'elles doivent tenir sur leur politique d'urbanisme par un vote, ça me semble être une idée qui concourt utilement à nos objectifs dans ce projet de loi et notamment ceux de lutte contre l'artificialisation. C'est donc un avis favorable. Merci. Je mets aux voix le 1819 de la Commission avec un avis favorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Je mets aux voix l'article 49 bis G. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. À l'article 49 bis, 2 amendements identiques. Le 1776, il n'est pas soutenu. Le 1908, Monsieur Decolle, il est défendu? Il est défendu. Avis de la Commission. Alors, cet amendement porte actuellement sur les logements. Cet amendement souhaite l'étendre aux locaux à usage économique. À ce stade, la Commission estime qu'il n'est pas opportun de modifier le champ de l'inventaire prévu. Les observatoires de l'habitat et du foncier sont surtout situés en zone tendue, où la question la plus pressante est celle de la pénurie de logements. Bien sûr, il n'est pas inutile d'avoir des données plus larges, mais nous ne souhaitons pas rendre le volet locaux économiques obligatoire, alors que les observatoires existants se mettent à peine en place, avec des moyens limités, et que le présent article prévoit déjà d'en étendre la portée. Je pense prématuré d'élargir leur mission à l'implantation d'activités économiques. C'est en revanche tout à fait possible sur une base volontaire. L'avis est donc défavorable. Avis du gouvernement, Madame la Ministre. Même avis, Monsieur. Même avis. Il est maintenu, Monsieur Decolle. Il est retiré. Je mets aux voix l'article 49 bis. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté.
Après l'article 49 bis, un 140 qui n'est pas soutenu. Je mets... Non, le 49 ter est supprimé. 49 quater est supprimé. À l'article 49 quinquies supprimé, mais deux amendements de rétablissement. Le 1539, Monsieur Montaugé. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Cet amendement propose de rétablir la possibilité de conclure des conventions de sobriété foncière. Cet outil nous semble particulièrement utile pour permettre d'accompagner les collectivités qui le souhaitent dans l'atteinte de l'objectif du zéro artificialisation nette. Cette convention offre des perspectives intéressantes pour répondre aux enjeux, par exemple, de la nature en ville ou encore des continuités écologiques. La version qu'il est proposé de rétablir est complétée de la réalisation conjointe d'un état des lieux de la consommation antérieure d'espace. Cet état des lieux est en effet le point d'entrée à partir duquel pourra être défini objectivement le volume d'artificialisation possible dans le cadre du projet global de territoire envisagé. Cette donnée contractuelle fondamentale permettra de disposer d'une base commune et opérationnelle pour assurer le pilotage et le suivi de la réalisation des objectifs fixés sur le territoire couvert par la Convention. Avis de la Commission, Monsieur le rapporteur. Monsieur le Président, notre commission et la commission des lois ont souhaité supprimer cet article. Je rappelle brièvement pourquoi. Il est vrai que la proposition de ces conventions est venue de certaines organisations d'élus locaux. Cependant, il faut comprendre la logique initiale. L'idée était de remplacer l'approche coercitive descendante du projet de loi via les objectifs dans les SRADET, code PLU, par une contractualisation entre collectivités et l'État. Cependant, à l'Assemblée, le gouvernement a refusé que les conventions puissent servir de cadre pour assouplir les objectifs contraignants, les moduler, les changer, et notamment dans les calendriers. On se retrouve donc avec une convention vidée de son intérêt en tant qu'alternative. Ensuite, notre commission a estimé que ces conventions soulèvent davantage d'interrogations que d'enthousiasme. D'abord, il nous a semblé que la multiplication de ces conventions entre l'État et les collectivités entraîne un véritable problème de lisibilité pour les politiques publiques. Les CRTE viennent à peine d'être déployés pour rassembler les différents contrats existants, qu'on en recrée déjà d'autres. Les contrats existants ont déjà des volets de sobriété foncière, territoire d'industrie par exemple, revitalisation de territoire, CTE et d'autres aussi. Je m'interroge par ailleurs si cela ne conduira pas à l'avenir à réserver certaines des aides publiques ou dérogations aux seules collectivités signataires. On voit qu'avec les ORT ou les GOU, par exemple, on se dirige vers un droit à deux vitesses. Les périmètres de contrat ont de plus en plus d'aides et de dérogations, les autres non. Or, aucune convention ne peut être signée sans l'État par définition. Il sera donc possible pour l'État de choisir quelle collectivité sera bénéficiaire et au prix de quelle concession. On peut y voir un risque d'inégalité territoriale. Dernier point, il est parfaitement possible dans le droit existant de signer des avenants au CRTE, par exemple, pour des volets de sobriété foncière. L'outil existe donc déjà et pour toutes ces raisons, la Commission est défavorable. Avis du gouvernement, Madame la Ministre. Moi, je crois que ces amendements, ils complètent la loi qui engage dans une même dynamique et pour une période commune l'ensemble des échelons de collectivités vers cet objectif de zéro artificialisation nette. D'ailleurs, si les conventions de sobriété foncière sont une possibilité d'articuler les outils existants et ceux mis en place par la présente loi, elles n'ont pas vocation à substituer ou à s'imposer aux documents de planification et d'urbanisme, ni même d'y déroger. Et en ce sens, je crois que la notion de cadre de référence que vous introduisez me semble cependant aller un peu loin. Mais nous avons en tout cas dans un tel contrat qui doit s'inscrire dans le cadre des échéances fixées et des objectifs et règles prévus par les documents locaux, nous avons bien l'esprit que nous souhaitons donner à ce nouvel outil facultatif avec donc l'amendement 1539 qui propose néanmoins d'y ajouter un inventaire des sols artificialisés au cours des 10 dernières années et qu'un décret en précise les modalités avec une convention qui peut comprendre toutes les données en permettant la mise en œuvre et le suivi, notamment de celles qui sont utiles aux collectivités compétentes. Et il ne me semble ici pas opportun qu'un tel inventaire soit prévu systématiquement pour chaque convention et si précisément encadré par la loi. Je vous proposerai donc le retrait au profit de l'amendement 2044 qui exclut cette disposition. Très bien. Monsieur Marchand, vous avez d'ores et déjà un avis favorable du gouvernement avant même de l'avoir exposé. Vous considérez donc que sur le coup, il est défendu. Oui, c'est mieux. Et vous avez un avis négatif de la Commission qui ne l'avait pas non plus entendu, mais qui est négatif. Allez. Donc, Monsieur Montaugé, vous maintenez ? Vous maintenez. On commence par le 1539 qui a été présenté par Monsieur Montaugé avec donc deux avis négatifs. Qui est pour ?
Qui est contre? Il est rejeté. Et le 2044, qui alors lui a un avis négatif de la commission mais positif du gouvernement, qui est pour? Il est rejeté. Article 49 quinquies supprimé. À l'article 50, un amendement 130. Oui, je vous en prie, Monsieur Canévet. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Il s'agit d'un amendement qui vise à supprimer cet article car nous considérons que d'imposer aux collectivités communes ou EPCI des charges supplémentaires de rapport périodique sur l'artificialisation des sols revient à leur imposer donc une charge trop lourde, d'autant plus que cela est déjà prévu dans le cadre des schémas régionaux ou dans le cadre des schémas de cohérence territoriale, donc il n'y a pas lieu qu'il y ait des doublons. Commission. Monsieur le Président, notre commission a significativement assoupli cette obligation en réduisant la durée initialement fixée à 1 an à 3 ans. Elle a aussi permis à ce que l'évaluation des PLU, qui devra se tenir tous les 6 ans, puisse tenir lieu de ce rapport et débat. Dans la rédaction actuelle, cet article n'implique donc qu'un rendez-vous supplémentaire tous les 6 ans. En outre, dans un esprit d'ambition en vue de la réduction de l'artificialisation nouvelle, il nous a paru important d'accroître l'information des élus sur cette question, mais aussi la transparence vis-à-vis des habitants, puisque ce rapport sera rendu public. Le gouvernement nous a indiqué que les indicateurs précisément fixés par décret seront simples et peu nombreux, afin que la charge pour les communes et EPCI soit minimale. Madame la Ministre, j'aimerais vous reposer la question devant cet hémicycle. Vous engagez-vous à ce que l'État fournisse le soutien nécessaire à l'établissement de ce rapport et à ce que son format n'entraîne pas une charge administrative disproportionnée? Avec ces réserves, l'avis de la Commission est défavorable. Avis du gouvernement, Madame la Ministre. C'est un avis défavorable qui ne vous surprendra pas. Je crois que l'élaboration et le contenu de ce rapport, qui me semble essentiel, il se veut résolument simple et concis et précis, avec seulement quelques indicateurs calculés à partir de données dont disposent facilement les communes ou intercommunalités. Et je vous redis que l'Observatoire du CERAMA sera présent et ces données mises à disposition des communes pour ce faire, avec donc des données sur les permis de construire, le portail national de l'artificialisation, sur les fichiers fonciers et au CSGE qui seront précisés également dans un décret en Conseil d'État, avec la production de ce rapport qui ne souhaite pas s'imposer évidemment comme une charge supplémentaire. Et puis je crois qu'à travers l'élaboration de ces rapports, on sensibilise, on implique des élus communaux et intercommunaux dans la lutte contre l'artificialisation des sols, qui apparaît d'autant plus essentiel qu'ils disposent des leviers pour la limiter, avec la délivrance des permis de construire, les décisions d'ouverture à l'urbanisation, la planification locale ou les politiques de préservation de certains espaces. Pour toutes ces raisons, donc, j'ai émis un avis défavorable. Très bien. Donc, j'ai le 130 avec 2 avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Le 196, oui. Madame Cohen. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, les politiques d'urbanisme se trouvent progressivement transférées à l'échelon intercommunal. Pour autant, nous considérons que la compétence octroyée à l'intercommunalité n'épuise pas celle des communes, plus ouvertes, à l'image de leur importance pour nos concitoyennes et nos concitoyens et de la boussole qu'elle constitue. Nous estimons donc qu'il est nécessaire de prévoir la diffusion la plus vaste et la plus accessible du savoir, y compris étant donné leur haut niveau de technicité et le nombre important de réglementations transversales pouvant entrer en jeu. C'est pourquoi nous souhaitons que l'ensemble des élus municipaux et communautaires soient informés et puissent débattre du rapport relatif à l'artificialisation des sols et que cette obligation ne se limite pas dans les faits aux seuls élus communautaires. Ces débats ne peuvent être confisqués par une échelle territoriale. Cette modification nous semble donc être une simple question de démocratie et de reconnaissance de l'échelon de proximité qu'est la commune. Je vous remercie. Merci. Avis de la Commission. Monsieur le Président, je ne suis pas favorable à ce que l'exercice soit doublonné de débats, de votes. Ce sont encore des ordres du jour et des conseils qui seront bloqués. En outre, la rédaction de l'article prévoit déjà que le rapport soit transmis à l'EPCI de rattachement ou aux communes membres lorsqu'il est présenté par l'EPCI. L'information sera donc disponible tant au niveau communal que communautaire. Rien n'empêchera l'EPCI de mettre à l'ordre du jour les rapports de ses communes membres s'il le souhaite ou vice-versa. Privilégions la souplesse et mon avis est défavorable. Avis du gouvernement.
Je rejoins l'avis de monsieur le rapporteur à ceci près que, donc, même si ces deux délibérations n'ont pas vocation à se cumuler et qu'elles dépendront de l'entité qui est compétente, hein, donc soit la commune en cas de PLU ou l'interco en cas de PLUI, je crois que ce rapport qui est présenté devant l'Assemblée, il n'empêche en aucun cas les débats et à la différence de monsieur le rapporteur, moi j'inviterais tous les exécutifs qui le jugent bon et qui le souhaitent à se saisir de ces débats parce qu'ils participent, je crois, de l'appropriation de ces enjeux. En tout état de cause, en tout cas sur cet amendement, c'est un avis défavorable. Merci. Je mets aux voix le 196 avec 2 avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. 2 amendements font l'objet d'une discussion commune. Le 387, Monsieur Moga. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, il s'agit d'un amendement proposé par notre collègue Nassima Dindar. Il vise à exclure les maires et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de la Réunion et de Mayotte de l'obligation d'établissement d'un rapport annuel sur l'artificialisation des sols. En effet, les territoires ultramarins accusent un retard conséquent dans l'établissement des documents de planification urbaine. Cette mesure pourrait freiner davantage la construction de logements sociaux. Et le 2128 n'est pas défendu. Avis de la commission sur le 387. Monsieur le Président, les départements et régions d'outre-mer sont en effet confrontés à des enjeux très particuliers en lien avec la pression foncière, le caractère insulaire, les milieux naturels ou encore les problématiques d'habitat. Nulle question de remettre en cause ces spécificités. Mais justement, il me semble que ces rapports dont nous avons assoupli la périodicité en commission permettront une meilleure connaissance de ces phénomènes d'artificialisation. Ils peuvent offrir l'opportunité de faire valoir les spécificités ultramarines. Comme nous l'avons dit, ils n'impliqueront pas une charge administrative trop conséquente pour les collectivités. La commission est donc défavorable. Avis du gouvernement, Madame la Ministre. Je rejoins monsieur le rapporteur, même si je comprends le message que vous souhaitez envoyer. Je crois que justement, à nouveau, on a besoin de cette appropriation de ces enjeux dans le débat et dans les réflexions et ces documents de suivi qui constituent aussi des points de référence dans les exécutifs des territoires ultramarins avec, je vous le confirme, donc une participation de l'Observatoire du CEREMA qui sera bien présent dans les Outre-mer. Donc un avis défavorable. Très bien. Donc, je mets aux voix le 387 avec 2 avis défavorables. Qui est pour? Attendez, levez clairement la main parce que c'est un vote un peu curieux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Qui est contre? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. J'arrive à 17, 17. Baissez la main, mais comme on est à 17, 17, que ça paraît curieux et que certains n'ont pas clairement levé la main, on va recommencer simplement en levant la main. Qui est pour? Vraiment, levez la main, ceux qui sont pour de bon. 13, 18. Avec qui 19? Les 18. Ah. Mais baissez les doigts, merci. Qui est contre? Et merci de lever franchement la main. Il est adopté. Le 1820 de la Commission, monsieur le rapporteur. Monsieur le Président, c'est un amendement de précision rédactionnelle. Merci. Avis du gouvernement. Favorable. Je mets aux voix le 1820 avec un avis favorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Je mets aux voix l'article 50. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. L'article 50 bis est supprimé. L'article 51, 2 amendements en discussion commune. Le 197, oui, monsieur Varia. Mais non. Laëlec, pardon.
Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. La lutte contre l'artificialisation des sols passe notamment par la limitation de l'expansion de l'étalement urbain. Nous portons donc par cet amendement l'élargissement de la possibilité d'imposition d'une densité minimale de construction, particulièrement à proximité des transports collectifs, qu'ils soient d'ailleurs existants ou à venir. Tel est le sens donc de l'amendement proposé. Avis de la commission, monsieur le rapporteur. Pardon. Il y a d'abord votre amendement 1821. Oui, il est en discussion commune, le 1821. Alors d'abord le 197, Monsieur le Président, il s'agit aujourd'hui d'une faculté à laquelle les élus locaux peuvent donc recourir ou non selon les enjeux de densification de la commune. La Commission ne souhaite pas transformer cette faculté en obligation, privilégiant une boîte à outils plutôt qu'une approche coercitive. Une densification douce et qualitative plutôt que quantitative, c'est d'ailleurs la philosophie de l'amendement adopté par la Commission qui crée une telle faculté dans les zones d'aménagement concerté, avec un avis défavorable. Et l'amendement 1821 de la Commission coordonne deux dispositions miroirs du Code de l'urbanisme. En commission, nous avons permis au règlement de PLU d'instaurer des densités minimales au sein des ZAC, si les élus le souhaitent. Par parallélisme, cet amendement précise que le cahier des charges de ZAC doit faire mention de cette densité minimale, le cas échéant. Merci. Avis du gouvernement sur ces deux amendements. En l'état actuel du droit, il est déjà possible, effectivement, de fixer cette densité minimale pour les projets qui se développent autour des transports en commun. Et puis, toujours en l'état actuel de ce droit, le cahier des charges de cession des lots d'une ZAC qui vise à fixer la constructibilité autorisée encadre déjà étroitement les projets envisagés en prévoyant des prescriptions techniques urbaines et architecturales. Il peut donc porter sur la densité des constructions dans le respect des règles qui sont fixées par ailleurs dans les documents d'urbanisme et évidemment, les acteurs de l'aménagement recherchent une optimisation réelle de la densité dans le cadre d'une opération comme la ZAC pour chaque lot commercialisé. Il ne me semble donc pas nécessaire de complexifier ces dispositions en les rendant obligatoires pour ce qui est aujourd'hui une possibilité, une faculté pour les autorités compétentes en matière d'urbanisme et pour les maîtres d'ouvrage de zones d'aménagement concerté. Et donc, c'est un avis défavorable. Très bien, je mets aux voix le 197 avec deux avis défavorables. Qui est pour ? Qui est contre? Il est rejeté. Le 1821 de la Commission avec un avis défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Je mets aux voix l'article 51. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Article 51 bis A, 2134, Monsieur Marchand. Oui, Monsieur le Président, l'article permet de déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme dans les 500 mètres autour des gares, dans les opérations de revitalisation des territoires et les grandes opérations d'urbanisme. Les risques de cet article est qu'il permettrait à un opérateur privé de déroger aux règles édictées par les élus locaux, d'où la demande de suppression de cet article. Merci. Avis de la Commission, Monsieur le rapporteur. Monsieur le Président, je suis entièrement d'accord avec le principe avancé par l'auteur. Toute dérogation au PLU doit expressément être autorisée par le maire ou le président de PCI compétent pour délivrer le permis. Et le nombre de dérogations doit rester limité. C'est pourquoi en commission, nous avons réécrit cet article pour supprimer le passage à un système de dérogation de droit auquel le maire ne pourrait que difficilement s'opposer. L'article tel que nous l'examinons aujourd'hui exige désormais l'accord de la commune ou du PCI. En revanche, il me semble que la possibilité de recourir aux dérogations limitées dans les GOU ou ERT et pas uniquement dans les zones denses, c'est une bonne chose. En effet, les opérations en GOU et surtout en ORT peuvent inclure de la réhabilitation ou de la transformation de bâtiments existants, notamment pour créer du logement. Pour cette raison, je suis défavorable à la suppression de cet article. Avis du gouvernement, Madame la Ministre. L'article 51 bis A, tel qu'il était initialement adopté à l'Assemblée nationale, il visait à encourager la densification en zone tendue en permettant que des dérogations figurant déjà au Code de l'urbanisme puissent s'appliquer par défaut, sauf refus motivé d'immeur et dans des situations précises et limitées. L'article 51 bis A, tel qu'adopté par la Commission au Sénat, propose désormais simplement d'élargir le dispositif dérogatoire existant au secteur d'intervention des ERT et au périmètre des GOU. Et si l'article 51 bis A, tel que voté par la Commission, ne correspond pas à l'ambition du gouvernement, il semble toutefois qu'il reprenne et renforce le droit existant. C'est pourquoi je vous propose le retrait de cet amendement. À défaut, j'y serai défavorable. Merci. Il est retiré.
4 amendements faisant maintenant l'objet d'une discussion commune. Le 2168 du gouvernement, Madame la Ministre. Je vais prendre un instant, si vous voulez bien, Monsieur le Président, pour vous présenter cet amendement qui vise à revenir à l'écriture de l'article 51 bis A, tel que voté à l'Assemblée nationale. Je viens d'évoquer ce que la Commission a souhaité en revenant au fonctionnement actuel de ces dérogations, à savoir une obligation de motivation par le maire de l'autorisation qu'il délivre, alors que nous proposions dans un premier temps, dans certains secteurs et pour 3 types d'opérations, que cette motivation n'intervienne qu'en cas de refus. Je souhaite rappeler que l'objectif de notre proposition est qui est de favoriser les opérations de logement vertueuses en matière de consommation d'espace là où sont les besoins en termes de logement. Elle intervient sans priver les maires de leurs compétences, évidemment. La situation actuelle du secteur de la construction est alarmante. Vous le savez, l'année 2020 a été difficile du fait du confinement, avec 65 000 logements autorisés en moins par rapport à 2019, et ce sera le cas aussi malheureusement en 2021. Aussi, nous agissons avec le pacte pour la relance de la construction durable, avec la prolongation du Pinel et du PTZ, avec l'aide à la relance de la construction durable sur les 8 premiers mois. Ce sont plus de 880 communes concernées pour environ 90 millions au total, ainsi que le fonds Friche qui est porté à 650 millions. J'ajouterai les travaux de la commission Rebsamen. Pour construire mieux, nous devons proposer, je crois, des solutions afin de simplifier les procédures et d'aider les décideurs locaux. Nous avons besoin de rendre ce genre de bonnes pratiques plus simples, et l'usage de ce pouvoir de dérogation, il est aujourd'hui complexe et en définitive très peu utilisé. Et c'est donc à travers cet amendement une mesure qui vise à permettre 3 types de bonnes pratiques: la transformation de bureaux en logements, la construction de logements à proximité des transports en commun et la construction d'étages supplémentaires pour les bâtiments existants. Dans un système actuel où le maire doit motiver sa décision quand il autorise une dérogation pour transformer les bureaux, nous proposons que le maire n'ait plus à justifier de l'autorisation de ces 3 catégories de bonnes pratiques, mais qu'il conserve la possibilité évidemment de s'opposer à de tels projets si cela ne lui semble pas opportun, comme il le fait classiquement quand il refuse un permis de construire. Merci. Avis de la Commission sur cet amendement. Monsieur le Président, c'est donc un projet qui vise à rétablir la version votée par l'Assemblée nationale. Comme je l'ai dit à l'amendement précédent, la Commission est très défavorable au passage à un système de droit sauf opposition. Toute dérogation au PLU doit être expressément autorisée par le maire ou président de PCI compétent pour délivrer les permis. Et le nombre de dérogations doit rester limité. La Commission est donc défavorable et souhaite maintenir sa propre rédaction. Merci. 3 amendements du groupe CRCE en discussion commune. Vous présentez les 3, monsieur Guy? Oui, en 1 minute 30 si vous me l'autorisez. Oui. Même pas. Oui, comme vous voulez. Le premier, 543, c'est la possibilité de déroger aux règles de gabarit prévues par la disposition, qui se limite à la surélévation justifiée par la création de logements ou un agrandissement de surface de logement. Il serait opportun, selon nous, d'inclure des espaces communs et ouvrages techniques au motif ouvrant ainsi droit à l'application des dérogations. Sur le deuxième, Monsieur le Président, on trouve difficilement compréhensible que la nouvelle rédaction de cet article introduise un élargissement de la dérogation à ces servitudes de mixité sociale à toutes les opérations de transformation d'un immeuble existant, d'ores et déjà à l'usage principal d'habitation, alors que dans sa rédaction actuelle, sa portée est limitée à la transformation d'usages d'immeubles existants afin de les destiner à un usage d'habitation qui n'était pas préexistant. Et le troisième est un amendement de repli qui vise à rétablir l'intention initiale du législateur. Je vous remercie. Très bien. Avis de la Commission sur ces 3 amendements. 2 amendements. Non, 3. 3. Et 543, 544, 545. 545, voilà, absolument, pardon. Alors 543 vise à préciser, Monsieur le Président, que les opérations de création ou d'agrandissement de logements qui peuvent bénéficier des dérogations incluent celles qui modifient les parties communes de ces logements ou leurs équipements, par exemple cuisine commune, buanderie, ventilation. Et les organismes de logement social, notamment, nous ont indiqué que cette précision était nécessaire. L'avis est favorable, tout en rappelant que c'est la commune ou le PCI qui choisira ou non d'octroyer les dérogations. Le 544 opère plusieurs modifications, entre autres supprime la possibilité pour les projets de transformation des bâtiments en logements de déroger exceptionnellement aux règles de mixité sociale. Je rappelle que nous avions collectivement voté cette dérogation lors de l'examen de la loi Elan en 2018.
La transformation d'un bâtiment préexistant implique de travailler avec un volume d'espace, un gabarit et des conditions prédéterminées. Elle peut donc concerner de petits bâtiments. Appliquer les taux de logement social sur de si petites opérations ne se justifie pas et serait contre-productif pour les opérations de transformation. En outre, cette dérogation est octroyée par la commune ou le PCI. Si jamais l'élu estime que les taux de logement social doivent s'appliquer et sont pertinents, il peut très facilement refuser la dérogation. Je rappelle aussi que cette dérogation aux règles de mixité sociale ne peut pas être délivrée dans les communes carencées en logement social. C'est donc un avis défavorable. En revanche, la commission est tout à fait favorable à l'amendement de repli 545 qui corrige une erreur de rédaction. Avis du Gouvernement sur ces trois amendements, Madame la Ministre. Sur le 543 qui élargit les dérogations aux règles de gabarit pour la création d'espaces communs, j'ai le même avis que monsieur le rapporteur, avec sur le fond des dérogations prévues à l'article 152.6 du Code de l'urbanisme qui vise à permettre la production de logements en améliorant l'équilibre économique d'opérations vertueuses mais qui sont plus coûteuses et complexes. C'est donc une demande de retrait, à défaut avis défavorable, puisque la création de ces espaces communs et de ces bâtiments techniques ne me paraît pas justifier un bonus de constructibilité. Il relève de choix constructifs et du fonctionnement de ces bâtiments et le champ de l'application de cet amendement me paraît beaucoup trop large. Sur les questions de règles de mixité sociale, avec la dérogation qui est déjà présente en la matière dans l'article 152.6 qui est actuellement en vigueur dans le Code de l'urbanisme, nous avons donc dans des communes non carencées en logements sociaux la facilité de transformer des immeubles, par exemple de bureaux, en logements. Et il ne me semble donc pas opportun de supprimer, comme vous le proposez, cette dérogation, avec sur le deuxième point de l'amendement la possibilité de régler un problème rédactionnel en revenant à l'écriture actuelle en vigueur dans le Code de l'urbanisme. Et votre amendement 545 règle ce même problème rédactionnel et je le privilégierai donc en donnant un avis favorable au 545 rectifié. Très bien. Allez, nous mettons aux voix. Monsieur Gay, pardon. Juste, on maintient le 543 et on retire le 544 au profit du 545. Très bien. Alors, je mets d'abord aux voix le 2168 du gouvernement avec un avis défavorable de la commission. Qui est pour? C'est pas très clair là, parce qu'il y en a qui lèvent puis rabaissent la main. Levez la main. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Le 543, favorable de la commission, défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Le 545, avec deux avis favorables, qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Je mets aux voix le 51 bis A, qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Après l'article 51 bis A, l'amendement 877, le président Longeau. Amendement de Mme Loisier. Le respect de certaines normes de construction faisant preuve d'exemplarité environnementale implique une augmentation de l'épaisseur de certains éléments du bâtiment. Ceci augmente la hauteur des étages et peut poser des difficultés dans le cas de plans locaux d'urbanisme qui contraignent les hauteurs autorisées. Aujourd'hui, le Code de l'urbanisme ne permet pas le dépassement en hauteur pour les constructions innovantes par rapport aux constructions traditionnelles sans modification du PLU et intégration d'une clause spécifique. Il s'agit donc de donner la possibilité de déroger aux règles de hauteur que le dispositif de construction nécessite une hauteur plus importante d'un procédé traditionnel. Tel est le fond de cet amendement. Merci. Avis de la commission. Monsieur le Président, les nouvelles exigences de la RE 2020 en matière de performance environnementale des constructions impliquera un recours plus important aux constructions en bois. Or, dans certains cas, les règles de hauteur des PLU ne permettent pas d'autoriser les charpentes en bois, dont le gabarit est plus conséquent pour les bâtiments environnants. Si l'on veut commencer dès aujourd'hui la transition de la filière bâtiment et encourager l'utilisation de matériaux biosourcés dans la construction, il est pertinent d'offrir une dérogation limitée aux règles des PLU et donc la Commission y est favorable. Avis du gouvernement, Madame la Ministre.
Je vous rejoins tout à fait, hein, Monsieur le Président, dans cette volonté d'encourager la construction qui fait preuve d'exemplarité environnementale et en parfaite cohérence avec l'objectif de cette loi. Concrètement, les planchers d'un immeuble avec une structure en bois doivent avoir une épaisseur plus importante que des planchers en béton pour obtenir les mêmes performances acoustiques et énergétiques. Ces exigences, elles seront accentuées dans le cadre de la RE 2020. Et dans certains cas, la règle de hauteur maximale qui est définie par le PLU pourrait donc contraindre la construction en bois à avoir un nombre d'étages inférieur à celui d'une construction dotée d'une structure plus classique. Cela peut nuire effectivement à la viabilité économique des projets, mais aussi à l'objectif de densité qui est fixé par le PLU. Avec cette difficulté qui se rencontre de plus en plus sur le terrain et cet amendement qui permet donc de résoudre en autorisant des dérogations aux règles de hauteur du PLU dans cette situation et à nombre d'étages évidemment constants sans exiger la révision préalable du PLU. C'est donc un avis très favorable. Très bien, je vais donc mettre aux voix le 877 avec un avis favorable et un avis très favorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. À l'article 51 bis B, un 2169 du gouvernement, Madame la Ministre. Oui, Monsieur le Président. Donc cet amendement, il a pour objet de soumettre certains projets au moyen d'une procédure adaptée et en raison de leur dimensionnement à une déclaration préalable en lieu et place d'un permis de construire. Alors, l'objectif d'accélération et de simplification en faveur de la relance et de la construction qui est proposé par l'article 51 bis B l'introduit et l'a été par votre commission. Néanmoins, cet article, il prévoit un dispositif qui est déjà satisfait par le droit existant. En effet, les travaux sur construction existante sont déjà soumis par principe à une déclaration préalable. Je suis également favorable à un élargissement du champ de la déclaration préalable pour réduire les délais sur les projets les plus simples, mais à condition d'en garantir la qualité. Enfin, ces dispositions, elles ont vocation à s'appliquer de façon uniforme sur tout le territoire, sous peine de créer une incertitude sur le droit applicable par les pétitionnaires. Et donc, ce présent amendement, il propose de mettre en place un régime dérogatoire et limité dans le temps qui permette aux pétitionnaires de voir son projet relever du régime moins contraignant de la déclaration préalable au lieu du permis de construire dans un objectif de simplification et de relance de la construction. Merci. Avis de la commission, monsieur le rapporteur. Monsieur le Président, c'est un amendement qui élargit le dispositif expérimental, en effet, en ne le limitant pas à la rénovation et la réhabilitation. En outre, il renvoie de nombreux paramètres à un décret en Conseil d'État. Enfin, il supprime les dispositions visant à garantir que cette expérimentation soit instaurée à l'initiative des communes qui le souhaitent. En outre, il supprime le caractère expérimental de la démarche. Et la Commission y est défavorable. En revanche, nous sommes tout à fait disposés à travailler avec Madame la Ministre d'ici la Commission mixte paritaire pour en affiner la rédaction et aboutir au meilleur ciblage. Merci. Je mets aux voix le 2169 du gouvernement avec un avis défavorable de la commission. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Je mets aux voix l'article 51 bis B. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté.